Bonjour à tous, on va pouvoir commencer dans quelques instants. Les derniers réglages. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran, si tout fonctionne comme vous voulez. Parfait. Ok, si tout est ok, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Bienvenue dans cet atelier premier 100K. C'est la première fois que je vais donner cet atelier particulièrement. Comme vous le savez peut-être, on fait des ateliers chez Calman Publishing tous les 3 mois, et tous les 3 mois, on donne globalement tout ce qu'on sait dans ces ateliers, tout ce qui marche, tout ce qui marchait, tout ce qui marche plus. Ce qui vous permet, et le but c'est ça quand même, c'est ensuite de prendre des décisions pour votre activité en conscience de ce qui fonctionne actuellement et de ce qui peut le plus vous aider. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 stratégies qui fonctionnent pour avoir des clients sur internet, comment les utiliser et surtout comment choisir la bonne pour vous. Les 2 premières dont je vais parler, moi je les aime pas, mais j'ai pas le droit de pas vous les montrer, de pas vous les expliquer, puisque c'est celles qui sont les plus communes sur internet et peut-être que demain vous allez vouloir les essayer ou peut-être que vous allez travailler avec un mentor qui va vouloir vous les enseigner et donc c'est bien que vous en compreniez les tenants et aboutissants. La troisième dont on parlera, je l'adore, mais elle met 12 mois à fonctionner. Et la quatrième, c'est celle que je préfère, mais forcément, c'est la nôtre, c'est celle qu'on enseigne et je vais vous la détailler aussi. Je voudrais qu'on démarre tranquillement en se mettant d'accord sur quelque chose. Votre but, en venant ici, et en écoutant cet atelier et les prochains jours également, c'est d'essayer de récupérer le maximum de valeur que vous allez pouvoir emmener avec vous et ensuite appliquer. Si vous venez et que vous n'appliquez rien, vous allez apprendre des choses, c'est sûr et certain, mais c'est dommage, vous passez à côté de l'essentiel. Moi, mon but, en tant qu'entreprise, c'est de vous donner ici tellement de valeur, tellement d'informations que vous allez pouvoir appliquer, qui vont pouvoir vous aider, que vous aurez ensuite envie de travailler avec moi, que vous aurez ensuite envie de rejoindre notre programme. Je ne vais pas m'amuser à vous le vendre pendant les 4 jours de l'atelier, j'ai vraiment pas envie de jouer à ça. Je ne vais pas jouer sur l'urgence, sur les bonus, sur toutes ces choses-là. C'est pas comme ça que je fonctionne. Notre méthodologie, vous le verrez pendant ces prochains jours, c'est que on vous donne tellement de valeur et on crée tellement de confiance que si vous cherchez à travailler avec quelqu'un, si vous avez besoin d'un mentor, vous aurez envie que ce soit nous, tout simplement. Et je voulais qu'on démarre avec ça pour qu'on sache complètement pourquoi on est là et qu'on soit en toute transparence et en toute honnêteté. C'est des valeurs qui pour moi sont importantes, vous allez sentir pendant ces 4 jours d'atelier, l'honnêteté, la bienveillance, la transparence. Parce que pour moi, c'est la base de ce qui crée toute la confiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça comme postulat de départ? Est-ce qu'on est en conscience là-dessus? Et du coup, on se sent bien avec ça. Super. Alors, on peut commencer. Globalement, comme je vous l'ai dit, il y a 4 stratégies aujourd'hui qui fonctionnent. Ceux qui vous disent qu'il y en a d'autres, c'est des conneries. En fait, c'est juste des dérivés de ces 4 stratégies-là. Il y en a 4. Hein. C'est ces 4-là qu'on va voir aujourd'hui. Il y a la prospection. Il y a ce que moi j'appelle la prospection digitale de masse. C'est une des plus connues d'ailleurs. Il y a l'organique. Et il y a ce que moi je vais appeler ici la méthode hybride. C'est celle que nous on applique, que je vais vous présenter après et que moi j'appelle 4C DNA ou l'élément à client. C'est les 4 stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous expliquer comment elles fonctionnent en toute transparence et on va pas faire de chichi. Parce qu'en fait, elles marchent toutes et elles sont toutes bonnes. La question qu'il faut se poser ici, c'est laquelle est bonne pour vous, laquelle va vous plaire, laquelle correspond avec votre horizon de temps, votre niveau d'urgence, ce que vous aimez faire. Parce que c'est ça tout l'enjeu en fait. C'est qu'est-ce que vous allez aimer faire. Si vous trouvez une stratégie que vous aimez, vous allez avoir des résultats. Et ça, c'est pour une raison très simple en fait. Il y a un cercle vertueux et un cercle vicieux autour de tout ça.
Aurélie qui me demande le choix est une question de préférence personnelle. Pas que de préférence, en fait, aussi de à quelle vitesse il te faut des résultats, à quelle vitesse t'en veux et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Donc oui, il y a une histoire d'affinité, bien sûr, mais pas que. En fait, globalement, si vous avez une stratégie que vous aimez, ce qui va se passer, c'est que vous allez appliquer facilement. Donc, vous allez vous améliorer. Donc, vous aurez des résultats. Donc, vous allez aimer. Donc, vous allez mieux appliquer plus facilement. Donc, vous allez vous améliorer. Donc, vous aurez des résultats. À côté de ça, une stratégie que l'on n'aime pas. Une stratégie que l'on n'aime pas. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Une stratégie qu'on n'aime pas, elle va être difficile à appliquer. Donc, on va pas progresser, ça c'est sûr et certain. Mais c'est surtout, on va arrêter au moindre contretemps. Et donc, on ne va pas aimer ça parce qu'on n'aura pas de résultats, etc., etc., etc. Et là, vous comprenez, avec ce cercle vertueux et ce cercle vicieux, pourquoi c'est aussi essentiel de trouver la bonne stratégie pour soi. C'est ça qui est essentiel. C'est quelle est la bonne pour vous. Laquelle va vous plaire le plus, laquelle correspond le mieux avec vos forces, avec vos facilités, avec votre horizon de temps et plein de choses comme ça. Maintenant, avant qu'on détaille ces stratégies, j'aimerais que vous compreniez comment elles fonctionnent. Parce que toutes les stratégies fonctionnent de la même façon et sur la même base. On veut des inconnus qui connectent avec nous, qui s'engagent, créent des conversations et donc des ventes. Et c'est toujours comme ça que ça va se passer. Combien d'inconnus vous faites rentrer? Combien connectent avec vous? Combien s'engagent? Combien créent des conversations et donc combien de ventes ça fait? Et peu importe la stratégie, ça va toujours travailler sur cette base-là. Imaginons que vous faites rentrer dans votre giron 100 inconnus. Il y en a peut-être 80 qui vont connecter avec vous, 50 qui vont s'engager. Ça va créer 20 conversations et ça va vous donner, je ne sais pas moi, 5 clients. Toutes les stratégies, leur but, c'est d'agir à un de ces endroits-là, plus ou moins différemment. La prospection, on va aller parler à plus de personnes et les taux de transformation seront beaucoup plus bas, je vous le détaille après. La prospection digitale de masse, on va parler à encore plus de gens, les taux de transformation seront encore plus bas. L'organique, on parle à peu de gens, surtout au début, le temps que la stratégie se mette en place, mais on a une relation avec eux qui est plus forte, donc un meilleur taux de conversion. Les méthodes hybrides, c'est un peu au milieu de tout ça. Il faut comprendre ça parce que toutes les stratégies qui existent fonctionnent sur cette base-là. Les stratégies organiques, les stratégies avec les webinaires, la prospection, l'organique Facebook, etc. Tout fonctionne sur cette base-là et sur ces chiffres-là. Si vous connaissez ces chiffres, vous allez vous simplifier la vie d'une façon absolument ouf. Ce sera dingue. Tout simplement parce que vous n'avez aucune possibilité, si vous n'avez pas ces chiffres-là, d'augmenter votre nombre de clients. Imaginons, je sais pas, vous avez 0 client, 5 clients, 10 clients et vous en voulez plus. Si je n'ai pas ces chiffres-là, qu'est-ce que je fais? Je fais plus de posts Facebook ou je fais plus de posts LinkedIn ou je fais plus de pubs, mais en fait, je ne sais pas si c'est ça le problème. Je vais envoyer plus de MP, mais ça se trouve, c'est pas ça le problème. Avec ces chiffres-là, je sais sur quoi je peux agir. Tout simplement parce que si j'ai pas assez d'inconnus qui rentrent, je peux agir sur des choses concrètes pour en faire rentrer plus. Si j'en ai pas assez qui connectent, c'est peut-être que je cible mal. Si j'en ai pas assez qui engagent, c'est peut-être mon contenu qui déconne. Si j'ai pas assez de conversations qui sont créées, c'est peut-être que j'ai pas un assez bon appel à l'action, appel à venir me parler. Et si je fais pas de vente, ça peut être mon offre, ça peut être mes compétences en vente, même si j'aime pas le terme de vente, puisque moi j'estime qu'on propose et qu'on ne vend pas. Mais vous voyez, là j'ai des choses.
Là, j'ai des choses sur lesquelles je peux agir. Parce que là, en fonction de ma stratégie, je peux faire plus de choses. Par exemple, là, si je fais de la prospection, il va falloir que j'envoie plus de messages. Si j'utilise la publicité, il va falloir que je fasse une augmentation de mon budget. Si je suis sur une stratégie organique classique, je vais vous les détailler après, hein. Là, par exemple, peut-être qu'il faut que je fasse plus de vidéos ou plus d'articles. Et en fait, à chacun de ces points, vous avez des actions concrètes sur lesquelles vous pouvez agir pour augmenter ces chiffres et donc vous améliorer. En fait, avec ces chiffres-là, effectivement, comme tu le dis Magali, on peut cibler le problème exactement là où il est et pas là où on suppose qu'il est. Parce que si ça se trouve, en fait, vous faites tout juste là et votre offre est nulle, c'est possible. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein. Et forcément, moi, en tant que marketeur, je cherche un problème marketing, hein. Alors je me dis: «Ouais, mais alors les taux de conversion, les machins, les trucs, mon contenu, mes pages de vente et peut-être que non, l'offre elle est pourrie, les gens ils en veulent pas». Ça arrive, mais si j'ai pas ça sous les yeux, je sais pas ce qui déconne et donc je sais pas ce que je dois améliorer. Et on peut faire des choses comme ça complètement au feeling, on n'est pas obligé de le faire, des comme un nazi du Google Sheet, avec ses tableaux et on optimise comme un savant fou, pas besoin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au feeling, mais globalement, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur ces choses-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos stratégies. La première, et c'est celle que je déteste le plus, parce qu'elle ne colle pas pour moi, c'est la prospection. J'aime pas du tout cette stratégie, moi, pas qu'elle marche pas, bien au contraire. C'est juste que ce que ça demande pour le faire correctement, c'est des choses que je déteste. J'ai pas du tout envie de m'améliorer dedans, c'est un enfer pour moi et donc je le fais pas. Et vu que je le fais pas et que c'est un enfer pour moi, je suis très nul, donc je n'ai aucun résultat, donc j'aime pas ça. Exactement ce qu'on voyait au début. La prospection, globalement, c'est du contact à froid. Ce que j'appelle à froid, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Genre jamais, ils vous ont jamais entendu parler de vous. La prospection peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire avec des messages, avec des mails, ou le plus difficile de tous, l'enfer sur terre pour moi, avec des appels. Ce que vous voyez passer toute la journée sur Facebook avec tous ces gens qui vous ajoutent et qui vous envoient un MP dans la seconde, c'est ça. C'est de la prospection par message. Donc là, par exemple, c'est je vais ajouter des gens dans ma cible sur un réseau, peu importe lequel, et derrière, je vais envoyer un message pour essayer de voir s'ils ont un besoin. Ça demande d'être extrêmement précis sur le ciblage et surtout, globalement, la prospection, c'est la loi des grands nombres. La prospection marche si vous êtes capable d'en faire 1000, 2000, 5000, 10 000. Là, il y a des résultats, c'est sûr et certain, parce que dans l'eau, vous allez finir par avoir quelqu'un et puis vous allez vous améliorer. Il faut aimer ça. La prospection par mail, ça peut être, je sais pas moi, je cible les entreprises canines qui s'occupent des chiens sur l'île. Je vais aller chercher sur Google, je vais sortir leurs adresses email et je vais leur envoyer un mail. Là, ce qui va être essentiel, ça va être la personnalisation, mais surtout ce qu'on va appeler le icebreaker, à savoir comment je sors du lot, comment je casse ces dynamiques de je reçois 10 000 mails de prospection par jour. Il y a Patrick qui nous dit: «À froid, je dis: "Bonjour, comment ça se passe dans votre business?" On me répond: "Non merci, j'ai besoin de rien"». Mais c'est exactement ça, en fait. Combien de fois vous vous êtes fait arrêter dans la rue et vous avez dit: «Non, non, j'ai rien, désolé», alors que c'est quelqu'un qui voulait vous demander l'heure? Parce qu'on est habitué, en fait, à ce que quand quelqu'un vient nous demander un truc, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête et ça, les gens, ils le sentent en prospection. Alors en B2B, si vous êtes un service que vous vendez aux entreprises, c'est peut-être différent, mais dans le monde de l'accompagnement, c'est pas terrible, terrible. Enfin, il y a les appels à froid et là, en fait, vous cherchez le numéro de téléphone sur internet de la personne que vous voulez contacter. Vous allez appeler sans préavis, donc sans prévenir, sans SMS, et cetera, et vous allez essayer de closer le téléphone. Là, globalement, c'est, tous les téléopérateurs, Orange et Boursorama qui vous appellent toute la journée. C'est ultra chiant. Maintenant, effectivement, sur le nombre, ça fonctionne. Demandez-vous, est-ce que vous aimez ça? C'est un choix. Effectivement, comme vous le dites dans le chat, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité aujourd'hui. Alors surtout dans le monde du coaching, c'est un enfer. Moi, je pense que je reçois 15 ou 20 messages par jour entre Facebook, Instagram et LinkedIn. Et jamais
on m'a demandé si j'avais un problème ou si j'avais un besoin. C'est: «Salut, nous avons inventé une super solution qui fait ça, 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 tu veux?» «Non, j'ai pas besoin». «Si, tu as besoin, puisque tu es entrepreneur, donc tu as besoin». «Non, j'ai pas besoin, laisse-moi tranquille». Si je devais utiliser cette stratégie-là, je le ferai jamais, hein, j'aime pas ça. Je veux vous le répéter tout le temps parce que j'aime vraiment beaucoup pas ça. Si je devais utiliser cette stratégie-là, ce que je ferais, c'est que déjà en amont, je ferais très, 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 très attention au ciblage. Je m'assurerai que je suis ultra précis sur les personnes que je sollicite. Ensuite, ce que je ferai, pour casser justement tout ce qui est vu et revu toute la journée, c'est que je ferai preuve d'honnêteté radicale. Et ensuite, je ferai du volume. Honnêteté radicale, dans ce cas précis, c'est voici pourquoi je suis là. Dans le premier message, direct. Hello machin, j'ai vu que tu étais dans tel domaine. Moi j'ai une entreprise qui fait ça. Je cherche à travailler avec des personnes comme toi. J'ai rien besoin de te vendre un truc en particulier aujourd'hui, mais tu es dans ma cible. Est-ce que ça te dit qu'on en discute? Je vais pas essayer de te closer au premier rendez-vous, mais ça me permettrait de voir si je peux t'aider et si oui, peut-être que je te ferai une proposition, peut-être pas. Mais est-ce que tu as envie qu'on discute? 90% des gens vont vous dire non, vous gagnez du temps. Mais vraiment, être ultra franc sur pourquoi je suis là. Vous allez voir que ça, on va pouvoir s'en servir dans toutes les autres stratégies. C'est ce que j'ai fait avec vous au début de cet atelier. Pourquoi on est là? Pas besoin de se mentir, pas besoin de se cacher. Et je suis une entreprise, je vends de l'accompagnement, pour les coachs, quand je fais des ateliers comme ça, c'est parce que j'estime qu'en apportant beaucoup de valeur, en créant beaucoup de confiance, ça transforme les gens en clients, je le sais. Mais j'ai pas besoin de vous le cacher. J'ai pas besoin de faire une conversation secrète où je fais: «Alors, comment se passe ton année 2022?» Parce que c'est de la prospection maladroite, ça, c'est de la mauvaise prospection. J'ai pas besoin de faire: «Comment se passe ton année 2022? Alors quels sont tes challenges actuellement? Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire pour?» C'est bon, on a tous reçu ça 257 fois sur Facebook, c'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Pas parce que les tournures sont pourries. On pourrait discuter de ça, mais c'est pas ça le problème. C'est parce que la personne, elle a une intention très claire et qu'elle ment dessus. C'est super chiant. Moi, j'en ai eu un récemment qui m'a écrit, je sais plus ce qu'il m'a écrit comme truc d'entrée, et cetera, et je l'ai senti arriver à 10 kilomètres. Je fais: «Écoute, c'est très désagréable, est-ce que tu voudrais pas, qu'on en vienne directement à ce qui va se passer dans tes 5 questions de qualification et qu'on machin et qu'on truc, arrête de me faire chier». Et la personne, elle m'a dit: «Si tu sens mon intention comme ça en dit plus sur toi que sur moi. La vie est un miroir, donc il faudrait que tu te remettes en question». Elle m'a bloqué. La personne est venue me vendre un truc. Je lui ai dit: «Mais dis-moi directement ce que tu as à vendre, comme ça je te dis oui ou non». Et elle m'a bloqué. Voilà, ça c'est toutes les dérives de la prospection. Mais bon, il y a pas que ça, heureusement. Ça m'arrive aussi régulièrement de recevoir des messages qui sont bien faits, qui sont propres, en disant: «Salut, écoute, je fais partie de cette entreprise, on cherche des clients comme toi, on résout tel problème. Je sais pas encore si tu l'as, mais si tu veux, on en parle». Voilà, là au moins c'est franc, c'est transparent, on sait tout de suite ce qui se passe et je peux dire oui ou non en conscience et j'ai pas peur de me faire closer par un subterfuge, là, c'est insupportable. D'ailleurs, ce terme de closing, je veux plus le voir. Et closing, ça veut dire c'est-à-dire que je force. Je suis là pour vous closer. Non, moi, mon job, mon but, c'est que vous ayez envie d'acheter. C'est quand même très différent. Bref, vous avez vu comment fonctionne la prospection. La prospection, vraiment, c'est du volume. À moins d'être ultra bon, j'en connais quelques-uns dans le milieu B2B, dans le bâtiment, des choses comme ça. Les mecs, c'est des tueurs. Mais encore une fois, dans le B2B, c'est très différent dans le coaching. Et si dans le B2B, la prospection se pardonne beaucoup plus facilement, puisqu'en fait, c'est la norme, en fait, c'est comme si un médecin ou un thérapeute faisait de la prospection. Ça me paraîtrait ultra bizarre. Genre: «Bonjour, je suis médecin, je viens de m'établir dans la région, vous auriez vraiment mal quelque part?» C'est pas tranquille, qui es-tu? C'est pour ça que c'est un truc que moi je recommande pas, mais j'avais besoin que vous sachiez comment ça fonctionne. La deuxième chose qui existe comme stratégie, c'est donc la prospection digitale de masse. Ça, concrètement, c'est purement et simplement du web marketing. C'est ce que j'ai appris à l'école, hein. J'adore le principe, j'aime pas forcément l'utiliser. La prospection digitale de masse, c'est pub, webinaire,
formation offerte, atelier ou VSL. VSL, c'est vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente, hein, globalement. Et ensuite, c'est tunnel, appel, vente. Les appels dans cette stratégie-là sont quasi obligatoires, tout simplement parce que de par le volume et de par la stratégie, vous avez ici en fait finalement qui arrivent des personnes qui sont assez peu qualifiées et surtout en fait qui vous connaissent peu. Parce que c'est des personnes en fait qui ont globalement entre la pub et le moment où elles vont prendre un appel, elles ont vu une vidéo de vous, pas plus. Cette stratégie-là, c'est pas ma préférée, mais globalement, si vous voulez croître, passer un certain stade, elle est obligatoire. On ne peut pas, avec une stratégie classique où on fait un peu tout à la main, etc., on ne peut pas aller faire, je sais pas moi, 1 million par an. C'est pas notre projet ici, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est pas ça, c'est pas ça le but, quoi. C'est pas US2, j'écris très mal, je sais, c'est VSL. VSL, c'est vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente. Donc cette stratégie-là, pour croître, on va dire, passer 100, 200K de chiffre d'affaires par an, vous n'avez pas tellement le choix. Elle est obligatoire. Le problème de cette stratégie, parce qu'elle a des pour, c'est que vous pouvez automatiser des choses, vous êtes un web marketer, vous gérez une équipe, etc. Vous gérez une petite agence marketing. Et ça, pour plein de gens, c'est super cool. Moi, je m'amuse bien, franchement. J'aime bien optimiser des trucs, c'est agréable. Par expérience, pour les coachs, c'est pas ouf. Tout simplement parce que pour les pubs, il va vous falloir soit un ads manager, soit le faire vous-même et donc apprendre. Pour les webinaires, les formations, les ateliers, etc., il va vous falloir un marketeur ou bien apprendre. Le tunnel, il va vous falloir ce qu'on appelle un funnel builder ou bien apprendre à le faire. Pour les appels, il vous faudra un closer ou bien vous transformer en centre d'appel. Et en plus, il va falloir être bon dans tout ça. Soit vous faites tout vous-même et vous donnez une petite machine, c'est ingérable, hein, sincèrement. Tout seul, c'est pas gérable. Soit il faut savoir que votre ads manager, il va vous prendre entre 500 et 1000 euros par mois, plus pourcentage des dépenses. Votre marketeur, en général, il va vouloir un pourcentage. Le funnel builder, ça va coûter entre 500 et 5000 selon la qualité du bonhomme et le volume que vous faites, etc. Le closer, il va vous prendre en moyenne 10% de vos ventes. Et voilà. Donc en fait, très simplement, avec cette stratégie-là, si vous ne faites pas de volume, ça ne marche pas. Si vous avez prévu de faire moins de 30, 50 000 euros par mois, cette stratégie, de toute façon, elle va dans le mur. En fait, vous perdez de l'argent, obligatoirement. Ou vous en gagnez quasiment pas. Mais encore une fois, pour aller au-delà de 150, 200, 250 000 par an, vous n'avez pas le choix. C'est ça qui fonctionne en fait. C'est ça qui marche. Et je le sais puisque nous, on est en train de scaler notre entreprise et on passe aussi en partie par ces choses-là. On essaie de le faire d'une façon différente, un peu plus propre et qui colle mieux à nos valeurs à nous, avec laquelle on est aligné. Mais c'est ça qui fonctionne pour aller au-delà d'un certain seuil, pour automatiser des choses. Si vous voulez être un artisan dans votre métier et passer plus de temps sur votre métier que sur le marketing du métier, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais si vous voulez gérer une entreprise de coaching avec des équipes, des coachs, des marketeurs, etc., c'est ça la bonne stratégie. Parce que tout simplement, vous allez avoir du contrôle sur chaque chiffre, ce qui est quand même très pratique. La troisième stratégie, c'est l'organique. Alors attention, je vais tomber un peu dans le sophisme, mais il y a le vrai et le faux organique. C'est-à-dire qu'il y a l'organique tel que c'est décrit par le marketing depuis qu'Internet existe, et il y a ce que certains ont appelé organique aujourd'hui. Si vous ajoutez des gens sur Facebook, vous leur envoyez des messages privés et que vous les mettez dans un groupe et que vous allez envoyer des messengers ensuite, c'est pas de l'organique. Hein. C'est de la prospection déguisée. C'est OK aussi, pas de jugement, hein, juste c'est pas de l'organique. L'organique, c'est vous baser sur le référencement. Ça peut être le référencement d'un réseau social ou de Google. Là, ça va être
Instagram, YouTube. Là, ça va être un blog. Globalement, c'est ça. C'est comment je fais pour que mes contenus soient référencés par la plateforme sur laquelle je les diffuse, pour que ces mêmes contenus soient proposés à de nouvelles personnes par la plateforme. Sur Instagram, vous allez avoir l'onglet découverte. Sur YouTube, vous allez avoir les recommandations de vidéos. Et votre blog, il va potentiellement ressortir dans les résultats de recherche. Le problème de cette stratégie, enfin le problème, pas forcément, mais Aurélie, non, Facebook n'est pas concerné puisque Facebook, c'est un algorithme fermé, donc ton contenu n'est pas montré à de nouvelles personnes, sauf rares exceptions, mais globalement, pas du tout. Le problème de cette stratégie, si c'est un problème pour vous, c'est que dans le meilleur des cas, ça met 6 mois. La moyenne, c'est 12-18 mois. Et le pire scénario, c'est jamais. Tout simplement parce que référencer des contenus sur un réseau social ou sur Google, ça demande des compétences. Ça demande de savoir, je sais pas moi, gérer des miniatures sur YouTube pour augmenter le taux de clic. Ça demande de savoir faire des vidéos scénarisées d'une certaine façon pour augmenter ce qu'on appelle le watch time, donc le temps de visionnage, parce que c'est ça que YouTube regarde. Instagram, ils vont vouloir des posts qui se partagent bien, ou que vous montriez votre cul. C'est terrible, il y a des tests qui ont été faits là-dessus, hein. C'est pas moi qui l'invente. Il y a plein de gens, des entrepreneurs sur Internet qui ont des comptes Instagram avec 50 000, 60 000, 80 000 abonnés. Et en l'occurrence, je pense à un témoignage qui a été fait par Famille Épanouie. Donc, Famille Épanouie, c'est un gros média autour de la parentalité, hein. Et c'est Amélie et Fabien qui avaient partagé ça, que globalement, photos de famille, photos de bouffe, photos de camping-car, leur reach, donc le taux de personnes touchées par leur post, c'était ridicule. Par contre, quand elle parlait, j'ai oublié, Amélie, voilà, quand elle parlait par contre d'allaitement et que sur la photo on voyait un bout de son sein, la photo explosait. C'est la réalité d'Instagram. Voilà. Et vous regardez dans un truc de découverte, vous allez avoir globalement des trucs ultra putaclic. Et Google, donc votre blog, c'est qualité de l'article. Là, il faut déjà être bon pour ça. C'est ce qu'on appelle l'organisation sémantique. Donc, comment votre article il est construit techniquement, les titres, les balises, les machins, les mots-clés, etc. Ça va être aussi la longueur, etc. Aujourd'hui, déjà se placer sur des requêtes Google concurrentielles, c'est très difficile. Mais de toute façon, avec un article de moins de 2000, 5000, 10 000 mots, oubliez. En 2013-2014, je pouvais faire un article de 300-400 mots sur faut-il porter du lin en été et être en premier résultat de Google, parce que je travaillais dans la mode avant. Aujourd'hui, on sort plus premier, en fait, c'est très compliqué. Donc en fait, toutes ces stratégies-là sont des stratégies ultra long terme. Il faut vraiment voir ça sur une réflexion long terme. En parallèle d'une autre stratégie, c'est très bien. Si vous avez le temps de développer une chaîne YouTube, de développer un compte Instagram ou de développer un blog en parallèle d'une autre stratégie qui est plus rapide, c'est une très bonne idée. Maintenant, avoir ça en stratégie principale, si on veut des résultats à moins de 6 mois, c'est quand même très hasardeux. À moins de se baser sur des contenus qui buzzent, et là, on joue complètement à un autre jeu. On ne joue plus au jeu de l'organique, on joue au jeu de la viralité. On n'en parlera pas ici parce que j'estime que le monde du coaching n'est pas un monde où on travaille sur la viralité. On travaille sur le fond. Et là, globalement, si vous voulez faire ça, ça va être contenu régulier. Ça va être réfléchir aux résultats de recherche. Qu'est-ce que cherchent les gens dans ma cible? Ça va être à chaque fois apporter une meilleure réponse que les autres. Ça va être réfléchir à son référencement. Est-ce qu'on peut référencer des vidéos YouTube, des articles de blog d'une façon particulière, etc. Il y a une question qui dit: j'ai écouté le podcast d'une nana qui expliquait que le blog c'est un super outil qui ne peut que gagner en valeur. Ça reste toujours référencé comparativement à Instagram par exemple, où le temps de vie d'une publication est maximum 24 heures. Qu'en penses-tu? Oui et non. Oui, l'article de blog, de toute façon, il aura toujours un meilleur temps de vie qu'un post Instagram qui est voué à disparaître.
encore que si la personne va sur votre compte, elle retrouve le post. Maintenant, Google, c'est des algorithmes. Et en fait, vous pouvez avoir un blog qui fait, je sais pas moi, 100 000 visites par mois. Demain, il y a un nouvel algorithme de Google qui sort et votre blog, il est mis ce qu'on appelle dans la sandbox. Donc, globalement, il est blacklisté et il n'y a plus personne qui ira jamais dessus. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Il y a eu des histoires comme ça. Parce que les règles de Google d'aujourd'hui ne sont pas les règles de Google de demain. Et c'est pas parce que vous faites du contenu sur un blog tous les jours pendant 10 ans qu'il va être référencé. Il faut que ce soit une démarche volontaire de faire référence à ce blog et d'amener du monde dessus. Parce que vous allez réfléchir à des choses différemment. Donc en fait, juste faire un blog pour faire un blog parce que c'est un asset qui s'apprécie, non. Non, en fait, c'est un asset qui ne s'apprécie pas si vous en faites rien. De même que si j'ai de l'argent liquide, il y a une différence entre je le laisse poser à la banque, c'est pas parce que je l'ai posé à la banque qu'il s'apprécie, et j'ai une stratégie d'investissement claire dessus pour qu'il grandisse. Le blog, c'est pareil. Il faut que je mette de la conscience sur le fait de le faire grandir si je veux qu'il grandisse. Il ne grandit pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc encore une fois, oui, c'est très bien d'en avoir un. J'aime beaucoup, mais ça prend du temps, ça demande du travail. Nous vient alors la quatrième stratégie, que moi j'appelle l'élément à client, et qui est une stratégie d'attraction. On attire les clients, on ne va pas les chercher. Globalement, cette stratégie-là, c'est vous allez choisir un réseau social. Moi, forcément, j'aime beaucoup Facebook. Hein. Vous allez ajouter des personnes dans votre cible. Vous n'allez pas leur écrire. Vous leur foutez la paix. Vous laissez les gens, ils reçoivent bien assez de messages privés comme ça toute la journée. Vous allez faire du contenu et donc forcément les exposer naturellement à ce contenu. Vous allez débusquer les plus intéressés. Leur parler, tout simplement. Je n'ai pas dit leur vendre quoi que ce soit, je dis leur parler. Et il y en a une partie qui deviendra client. Pourquoi moi j'aime cette stratégie? Parce que je ne fais pas chier les gens, parce que je parle qu'à des personnes intéressées, ce qui me fait gagner un temps précieux, et parce que je peux me concentrer sur ce que j'aime le plus, à savoir comprendre les gens que je veux aider, leur faire du contenu de qualité, aller discuter avec eux et trouver des nouvelles façons de débusquer ceux qui sont intéressés par ce que je fais, c'est plus agréable pour moi. Quand tu dis ajouter, ça veut dire quoi concrètement? Ajouter un ami. Sur Facebook, ça va être ajout d'amis. Sur LinkedIn, ça va être des connexions. Sur Instagram, ça va être du follow, même si Instagram, ça marche un peu moins bien avec cette stratégie, etc. En fait, c'est rentrer en contact avec ces personnes pour que ces personnes soient exposées naturellement à votre contenu. Ça, c'est ma stratégie préférée. Patrick, quand tu fais du contenu sur ton profil, le reach est bon sur tes amis, meilleur que sur une page déjà de toute façon. Et en fait, pour avoir plus de reach, il faut faire du meilleur contenu, tout simplement. Parce que les algorithmes, en fait, ils mesurent combien de temps les gens passent sur votre. Je vous explique aussi comment fonctionne un algorithme juste après. Mais globalement, si votre contenu est meilleur, il sera mieux diffusé. C'est un peu bête dit comme ça, mais en fait, il ne faut pas plus d'amis, il faut pas ci, il faut juste du meilleur contenu en fait. Le but d'un algorithme, on va le faire tout de suite. Le but d'un algorithme, c'est le temps passé sur la plateforme. L'algorithme est configuré pour que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur une plateforme, tout simplement parce que c'est comme ça qu'il expose à plus de publicité. Donc l'algorithme, il veut garder les utilisateurs. À partir de là, il va privilégier des contenus qui génèrent des émotions. C'est tout notre problème avec les fake news, hein, qui génèrent de l'engagement
et qui génère du partage et de la viralité. L'algorithme, c'est ça son job. Donc en fait, il faut miser sur ces choses-là pour avoir des contenus qui se diffusent. Maintenant, moi, dans ma stratégie, moi, client, j'utilise aussi une autre stratégie qu'on appelle tofu, bofu, bofu. Et en fait, ici, on a des contenus grand public qui misent sur l'algorithme et la viralité. Ici, on a des contenus expertise qui montrent que vous comprenez de quoi vous parlez. Et ici, on a des contenus, on va dire vente, hein, même si c'est pas, encore une fois, c'est pas le terme, qui misent vraiment sur toucher les 1% qui sont prêts à acheter. Il faut savoir que ça, c'est des posts qui sont censés faire le maximum de vues, de likes, de partages, d'engagement, de commentaires, etc. Ça, a priori, vous aurez que les gens de votre métier qui vont interagir dessus. Et ça, c'est des posts qui vont faire quasiment aucun like et rien du tout, mais qui vont vous générer des clients. Ça, globalement, c'est la stratégie sur tous les réseaux sociaux à adopter. Vous pouvez le voir sur toutes les grosses chaînes YouTube. C'est pareil, ils ont des vidéos grand public et des vidéos ensuite. C'est comme un entonnoir en fait. Si vous voulez une stratégie social média, c'est ça. Tofu, mofu, bofu, c'est top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel en fait. C'est où est-ce que vous amenez dans votre entonnoir de conversion. Et donc, on revient sur notre stratégie, ma préférée. Pourquoi c'est ma préférée? Donc, pour plusieurs choses. C'est effectivement, j'attire, je ne chasse pas. Je ne vais parler qu'aux personnes qui sont déjà préconvaincues. Donc, je les fais beaucoup moins chier. Ça mise sur du contenu. Et moi, j'adore ça. J'adore partager ce que vivent mes clients, ce que je vis moi, mes questionnements, etc. Alors, ça peut être à l'écrit, ça peut être en podcast, ça peut être en vidéo, ça peut être faire des dessins. Moi, régulièrement, j'utilise ce que je vous fais là pour refaire des images qui vont aller sur les réseaux. Et surtout, je ne parle que aux convaincus. Donc, j'ai pas besoin de convaincre. C'est quand même très, très, très reposant pour moi. Et c'est aussi ce qui fait que pas besoin de téléphone si vous n'aimez pas ça. Normalement, il y a toute la team introvertie qui est en train de sauter de sa chaise. Puisqu'en fait, le téléphone, le but, c'est quand même de convaincre un peu en forçant le truc un petit peu. Puisque si vous êtes un message privé et que vous faites chez quelqu'un, en fait, il a juste de vous répondre. Mais on les fait pas chier. Patrick, avec le tunnel, normalement, les gens passent par le tofu avant de voir les messages sur le mofu. Oui, ils sont exposés aux 3, mais c'est pas grave. Si moi je suis en train de regarder, je sais pas moi, un contenu sur la bourse, sur à quel prix il faut acheter et vendre l'action Coca-Cola, et que le mec il me dit les pires conseils bourse trouvés sur TikTok, je vais quand même regarder, ça me fait marrer. C'est pas parce que je suis à la fin du tunnel que tu peux pas m'exposer au truc du début du tunnel en fait. Puis en fait, faut pas voir ça comme un tunnel, faut voir ça comme un parcours client. Voilà. Mais c'est pas parce que je suis ici que tu peux pas me parler de ton chat, ce qui aurait lieu plutôt ici, et que tu peux pas me faire des blagues que tu as vues sur Internet. C'est pas plus désagréable pour moi. Au contraire, puisque les 3 autres stratégies se basent quand même sur les 10%, encore 10% j'abuse, 10% prêts à acheter dans l'heure. Puisque en fait, globalement, avec les 3 autres stratégies, vous faites dégager très rapidement si la personne ne veut pas acheter. C'est OK, non, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai tendance à privilégier une stratégie où je mise sur les 90% qui vont acheter dans les 3 à 18 mois. Ça, c'est les chiffres globalement d'un cycle de vie, d'un cycle d'achat dans le coaching.
En général, entre le moment où vous découvrez une conversion pour la première fois et le moment où vous achetez, il se passe 3 à 18 mois. Il y a des exceptions, bien entendu. Moi, j'ai plein de gens qui me découvrent et qui deviennent clients 3 jours après. Mais globalement, moi, c'est plutôt autour de 3 à 5 mois. Et si j'avais une stratégie de marketing plus agressive, comme le recommandent tous les autres, en fait, je grillerais ces contacts-là. Puisque, en fait, je forcerais pour que les gens les achètent dans les 24 heures. Et tous ceux qui n'achètent pas, en fait, ils ne me supportent pas, ils ont envie de me taper. Et donc, ils s'en vont. C'est aussi pour ça que je prône un marketing plus doux, qui ne force pas la vente et qui ne mise pas sur tous les gros leviers qu'on connaît et qui fonctionnent dans ces leviers-là. Ce qui me permet de garder les gens dans mon audience beaucoup plus longtemps, d'avoir plus d'opportunités de les exposer à des contenus de qualité qui vont les aider, et donc ce qui me permet d'avoir plus de taux de conversion, mais sur la durée. Si je regarde sur une échelle de temps de 18 mois, mes taux de conversion de inconnus en clients, ils sont fous. Si je regarde sur une semaine, entre le moment où on me découvre et une semaine après, ils sont ridicules. Parce que je force pas. Parce que je laisse les gens prendre le temps et s'infuser dans mon univers, et dans ce que je raconte et dans mes méthodes. Avec toutes ces 4 stratégies, vous avez des pour et des contre. On va essayer de regarder ça un peu. Céline, tu fais énormément de contenu, mais plus post, il faut vraiment qu'on en fasse autant. Non, 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 moi j'aime ça m'amuse. Si vous faites 4-5 contenus par semaine, c'est largement suffisant si c'est du texte, et 2-3 c'est de la vidéo. Ou 2 peut-être c'est de l'audio. Moi ça m'amuse, j'aime en faire 4 par jour. C'est divertissant pour moi. Donc forcément j'en fais plus. Parce que je passe un bon moment en le faisant. Prospection. Donc on va essayer de trouver des pour d'abord. Ça peut être rapide. C'est facile de cibler. On peut s'améliorer facilement en améliorant ses messages types. Contre, on fait chier les gens. Ça nous fait chier nous. 99,9% de non. On construit rien, pas de communauté, pas d'audience. Et c'est un peu étonnant dans le coaching. Et il faut faire du volume. Alors ça, je ne sais pas si c'est un pour ou un contre. Voilà, on est comme ça. Prospection digitale. C'est assez prévisible. C'est puissant. Quand on le fait bien, c'est efficace. Ça demande énormément de gestion. Ça coûte cher. Et si on se plante, on tombe en négatif. C'est-à-dire que si vous faites un mois, vous avez dépensé 5 000 € de publicité et que vous avez payé tout le monde son chemin et que vous avez fait 0 vente, vous avez perdu 10 000 son là. Organique. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt agréable. Ça peut être solide. Une fois que vous avez un socle vraiment là, c'est a priori, voilà. C'est durable. Et c'est une méthode qui est douce. Le hic, c'est que c'est ultra long. Et ça dépend quand même beaucoup des algorithmes et de leur changement. Méthode hybride. Alors, bon, je comprends, hein, là, quand je vais faire les pour et les contre de la méthode que j'applique moi et que j'enseigne, forcément, je suis ultra subjectif. Moi, ce que j'aime beaucoup,
C'est que j'ai pas à convaincre. Je n'ai pas à passer des heures au téléphone à convaincre les gens. Moi, je trouve ça plus aligné avec mes valeurs d'éthique. Et moi, j'adore le contenu. Faut que je trouve des contres à ma méthode. C'est super dur. Mais il y en a forcément. Faut aimer le contenu, déjà. Ça ne s'automatise pas du tout. Il faut maîtriser son ciblage. Parce que sinon, vous allez ajouter n'importe qui et vous allez leur faire du contenu qui n'est pas qualitatif. Ouais, Nadia, c'est moins efficace sur Instagram. Alors, ça marche aussi. On a des clients nous, qui l'utilisent sur Instagram. Ça demande des ajustements. Tu ne peux pas juste le faire tel quel, comme je l'ai raconté, puisque quand tu follow des gens sur Instagram, ils ne vont pas forcément te follow back. Et en fait, donc, quand toi, tu les suis, ils ne sont pas forcément exposés à ton contenu. Si je devais aujourd'hui vous donner mes préférences dans l'ordre, et encore une fois, c'est subjectif forcément. Voilà, j'aime pas la prospection. Les gens qui follow and follow, oui, c'est en partie ça, mais le follow and follow, c'est surtout pour faire grossir votre compte et d'une façon plus ou moins acceptée par Instagram. En fait, le problème, c'est que si tu te fais gauler par Instagram en jouant à ça, à un moment, il va bloquer ton compte. Faut pas oublier, quand on utilise les réseaux sociaux pour faire du business, à part LinkedIn, on joue à un jeu qui n'a pas été prévu par le réseau social quand il a été créé. Donc, en utilisant des méthodes un peu limites, c'est toujours un peu dangereux parce qu'on risque de se faire fermer son compte. Et le réseau social est dans son droit de vous fermer le compte parce que vous faites n'importe quoi avec. Ce que je vous propose à partir de là, c'est qu'on fasse un temps de questions-réponses. Parce que je trouve ça plus agréable. Et parce que vous asséner 1h30, 2 heures de théorie, c'est pas mon truc en fait. C'est pas dans mes valeurs, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur dans les échanges ensuite. Donc on va faire ça. Pour poser une question, très simplement, il y a des boutons lever la main. Et moi derrière, je vois votre nom, je dirai votre nom et vous pouvez poser votre question. Patrick, yes. Oui, bonjour Jérémy. Au début de la présentation, tu parlais des chiffres clés, là, tu sais, le nombre de contacts, les gens qui commentent, Ouais. etc. Est-ce que tu as des chiffres clés, des mesures sur lesquelles on peut se fier? Ça dépend de trop de facteurs en fait. Ça dépend de la stratégie que tu utilises, ça dépend de ton marché, ça dépend de la complexité de tes étapes, ça dépend de trop de choses. Il n'y a pas tellement de bonnes réponses là-dessus en fait. C'est plutôt en fait, essaie de regarder tes chiffres actuels et en fait regarde où est-ce que tu peux les améliorer en fonction de ce que toi tu veux. Je peux te donner par exemple des coûts d'acquisition publicitaire parce que ça c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait à peu près ce que ça coûte, un lead. Mais à part ça, les taux de transformation, ça dépend beaucoup trop des marchés, des offres, de la personnalité de la personne qui présente. Ça dépend de beaucoup de facteurs et c'est difficile de dire ce que c'est un bon ou un mauvais taux en fait. Ouais, donc on ne sait pas vraiment comparer au début. Non, au début, non. Puisqu'en fait, tu joues à te battre contre toi-même en fait. Je sais pas moi, tu vois, j'ai fait 1000, 500, 200, 50, 10. En fait, la fois d'après, je vais voir si là j'arrive à faire 11 avec les mêmes chiffres ou s'il faut que je fasse 55 ici, des choses comme ça en fait. Ouais, ouais. Comment je peux améliorer l'étape à chaque fois? Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, merci. Je t'en prie. Laetitia. Oui, bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Je l'avais posé dans le chat la question, mais en fait, moi, j'ai commencé mon entreprise, allez, on va dire fin novembre, pardon. Donc, en fait, j'ai créé, donc grosse erreur pour le coup, j'ai créé une page Facebook et j'ai fait comment on appelle ça, un groupe privé à côté parce que au départ, tu vois bien, quand tu commences, effectivement, les contenus ne sont pas, voilà, et je me suis fait un peu tacler par des gens horribles, malveillants, enfin. Donc, en fait, j'ai décidé de créer un groupe privé à côté pour aller
en fait, que les gens qui ont vraiment envie de me suivre, ils viennent et terminer. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je balance tout ça et que je recommence avec un Alors, ton compte, groupe, non. clairement ou... Moi, le groupe, c'est parce que je recommande pour débuter, parce que faire rentrer des gens D'accord. dedans, c'est pas évident. Ouais. Maintenant, si tu as combien de personnes sur le groupe actuellement? Pas beaucoup, je dois en avoir, je sais plus, allez, on va dire une 60 peut-être. Ils sont actifs ou pas? Non, pas beaucoup. J'en ai, allez, on va dire une dizaine à peine qui sont actifs, quoi. Alors, t'emmerdes pas, tu vires. Si tu avais Ouais, beaucoup de gens dessus, je te dirais, ouais, viens, on va ouais, capitaliser dessus. Mais là, pour le coup, sur des chiffres comme ça, en fait, ça sert à rien parce que tu te fatigues. ouais. Et dans ce cas-là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées un profil de nouveau, hein. Tu crées Mhm. un compte perso D'accord. et tu fais du contenu dessus. Ok, Voilà, tout simplement. Et ok. derrière, en fait, un conseil simple, c'est quand tu vois des gens qui interagissent souvent avec tes contenus et qui Oui. sont dans ta cible, ça veut dire qu'il faut Mhm. aller leur parler, D'accord, ok. tout simplement. D'accord, ok, tout simplement. Bon, bah écoute, je vais faire C'est, ça, je c'est, vais tout. c'est- croître en tant qu'entreprise, c'est souvent simplifié. Oui, c'est ça en fait, c'est que je. Bah, et puis le problème, c'est que voilà, j'ai grosse erreur, c'est que je suis pas encore nichée, tout ça, donc il faut vraiment que je travaille tout ça. Et pour le coup, ouais, au niveau du contenu, je fais un petit peu ce qui me semble, tu vois, ce qui me vient un peu comme ça, quoi, sur le coup, mais il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de. C'est normal au début. Ouais, C'est pas grave, ne sois pas trop dur avec toi là-dessus. Enfin, tout le monde commence comme ça au début, en fait. Ne ouais, crois pas qu'il y a des gens qui commencent et qui savent tout. oui, d'accord. Mais demande-toi plutôt comment je peux structurer un petit peu ça pour que ce soit Mm, plus facile et plus agréable pour moi, pour avoir plus de résultats, mais surtout simplifier. Toujours d'accord. enlever des choses, enlever. Quand tu Ouais, veux voilà, croître, ouais. il faut enlever des choses, il ne faut pas en ajouter. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais faire ça. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Antoine, il faut que tu réactives ton micro. Oui, bonjour. Par rapport à, à la stratégie pub, tunnel, Mhm. ouais, prospection digitale de masse, voilà, c'est Ouais. ça. Euh, Si on n'a pas donc l'argent pour payer les gars qui nous font les pages, qui nous font Mhm. les pubs, les machins, etc., et qu'on est débutant, Mauvaise stratégie alors. on risque de se De perdre de planter, l'argent. De perdre de l'argent. Ouais. de perdre de l'argent. Ouais, on est bien d'accord. Ah oui, oui, complètement. Moi, Et- vraiment, cette stratégie a été très à la mode sur le marché pendant longtemps. Moi, recommander ça à quelqu'un qui débute, je trouve ça criminel. C'est comme si on leur recommande d'aller en bourse avec des effets de levier x10 où on peut perdre plus que la mise. La pub, en fait, si on ne la maîtrise pas, c'est un gouffre à argent. C'est un merveilleux outil une fois qu'on la maîtrise. C'est ultra puissant. Mais la pub, c'est un effet de levier. Et quand on fait levier sur des choses qu'on ne maîtrise pas, on perd des sous. ouais. Et du coup, si économiquement ça commence à devenir urgent, quelle stratégie La 1 et la 4. La prospection et la stratégie hybride. C'est les deux plus rapides. ouais, prospection, vraiment, je suis comme toi, j'ai vraiment pas envie. Stratégie hybride alors. Ajouter les gens, faire du contenu, aller parler à ceux qui sont intéressés. Ok, merci. Je t'en prie. Jade, Bonjour à tous. hello. Moi, ma question, c'était comment qualifier les demandes d'amis? Parce qu'effectivement, on en reçoit beaucoup, Mhm. mais souvent, c'est effectivement des gens qui, voilà, qui sont marketeurs, qui sont ceci, qui sont cela. Mais comment qualifier en fait les bonnes demandes d'amis? Parce que bon, on m'a aussi recommandé d'aller regarder dans les groupes, etc. Mhm. Mais bon, Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais. ok. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est celle-ci qui... Globalement, les gens ajoutés, tu les trouves dans les groupes, tu les trouves sur les pages de tes concurrents, tu les trouves avec des recherches Facebook ou autres. Les demandes entrantes, en général, c'est assez simple, tu le vois en 3 secondes si la demande elle est qualifiée ou pas. Mais plus simplement, tant que tu n'as pas 4500 amis et que les 500 derniers, avant de te faire bloquer ton compte, faut pas les choisir au hasard. Si aujourd'hui tu en as 500, 1000, 1500, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu acceptes tout le monde et tu bloques au fur et à mesure quand les gens ils te font chier en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc toi, tu es plus dans la dynamique, ok, on accepte tout le monde, c'est pas grave. Moi, Et moi, puis, je, moi, je fais confiance à tout le monde jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai tort.
et je vire très vite dans ce cas-là. Ok, d'accord. Ouais, super, merci. C'est le plus simple parce que c'est là où tu vas gagner le plus de temps en fait. Mhm. C'est te fais pas chier à trier et dès que quelqu'un te gonfle, tu le supprimes. Ok, Voilà, d'accord. Super, merci. je t'en prie. Céline, Bonjour à tous, merci Jérémy pour ce super contenu. J'aurais voulu savoir par rapport au hashtag, qu'est-ce que tu en pensais? Parce que ça sert sur pas à grand-chose. Facebook, est-ce que c'est... Ouais, Alors ok. sur Facebook, c'est inutile, complètement. Ok, Ça parfait, ne très bien. sert à rien du tout. Ok, Sur LinkedIn, ça sert quasiment à rien. Sur Instagram, tu peux en mettre 3-4, mais globalement, aujourd'hui, c'est quasiment plus utilisé. d'accord, ok, parfait. Bah, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Je t'en prie. Christo, Yes. On me voit là, ça va? c'est bon, c'est bon. Je voulais savoir un truc. En ce moment, moi, j'ai une bande d'amis. J'organise des stages. Du coup, ça Mhm. crée pas mal on va dire, d'intérêt et d'attention sur mon compte. Et j'ai commencé à faire un appel. J'ai demandé à tout le monde, ouais, vas-y, venez, prenez, je vais prendre des appels. Et j'ai commencé un peu à cibler les gens comme ça. Mais j'ai fait pas Mhm. mal d'appels gratuits. Et là, je propose des accompagnements pas très chers. Et je me demandais, est-ce que c'est judicieux? Parce que je vais commencer à passer en high ticket. Et, Alors, de faire des choses pas chères, c'est jamais judicieux, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est pour se faire la main, mais il y a plusieurs choses. Déjà, les personnes qui payent quasiment rien s'engagent quasiment pas. C'est une triste réalité, on aimerait que ce soit autrement, mais globalement, quelqu'un à qui tu donnes beaucoup pour peu, il s'engage pas, il fait rien. On le sait aujourd'hui, moi je le vois sur mes contenus gratuits, il y a un taux d'utilisation et de consommation de ce que je donne qui est de l'ordre de 10 ou 15%. Alors que je te garantis que les gens qui payent 3, 4, 5, 6, 7 000, ils consomment, hein. Et ils y vont, ils posent leurs questions, ils agissent, ils ont des résultats, contrairement au gratuit. Donc déjà, ça pose un petit problème. Mais en dehors de ça, les gens qui achètent à 0, qui achètent à 40 ou qui achètent à 4 000, ce n'est pas la même personne. Donc en fait, tu crois que tu préchauffes des gens pour 4 000, mais en fait, tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. De la même façon que je ne fais pas devant ma boulangerie des échantillons gratuits de pâté pour les faire rentrer et acheter du caviar. Ça ne marche pas. ouais, mais comment je me fais la main? Parce que j'ai remarqué que j'étais plus magnétique quand j'étais confiant. Et là, j'ai l'impression d'avoir acquis quand même une certaine maîtrise. Et toi, j'ai Tu, envie d'être. tu, je ne dis pas qu'il ne faut pas coacher gratuitement pour se faire la main. Je dis que ne crois pas que ça rentre dans une stratégie marketing. Les gens qui ont eu du gratuit ne payeront pas. Alors, sauf exception, bien sûr, il y a des choses d'exception. Mais globalement, les gens qui ont eu du gratuit ne payent pas plusieurs milliers d'euros ensuite. Vite monter les prix. Ok. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est faire pour débuter au moins, tu vois. Tu peux faire du satisfait ou remboursé. Ou tu peux faire du payer qu'à la fin si tu es content. Ça te permet de coacher, mais d'être payé si tu fais le boulot, quoi. Ah Ça ouais. se fait beaucoup dans le marketing, ça, mais pourquoi pas l'appliquer au coaching, hein. C'est je fais ça pour toi, et si j'atteins pas un minimum tel résultat, tu ne me payes pas. Alors, il ne faut pas que ce soit exactement comme ça, parce qu'en coaching, tu as une obligation de moyens et pas de résultat, vraiment, sauf sujet particulier. Mais tu pourrais tout à fait dire, tu payes que si tu es content. Et du coup, comment j'évalue le contentement de la personne? Ouais, là, tu as l'air quand même plutôt satisfait, donc tu vas payer en fait. C'est la personne qui décide, tu verras bien ce qui se passe. Bah ok. Moi, globalement, c'est le gratuit, c'est pas quelque chose que je recommande, mais si déjà t'en fais, trouve un moyen d'être payé quand même. À un Ouais. moment ou à un autre, tu vois. Pas forcément au début, mais trouve un moyen d'être payé. Yes. Merci. Moi globalement, les stratégies où on donne de son temps, ce qui est différent de donner de la valeur du produit ou quelque chose, tu vois. Moi, j'ai des formations gratuites, mais elles ne me prennent pas de temps. Donc, en fait, si il y a 100 personnes qui prennent ma formation gratuite et qu'il n'y en a qu'une seule qui apporte de la valeur vraiment et qui bosse, qui bouge son cul et qui veut devenir cliente, je m'en fous. Parce que, en fait, cette formation gratuite, je la donne à 100 personnes, à 1000 personnes ou à 10 000 personnes, ça ne m'a pas pris de temps. Donc, je peux me permettre ce genre de stratégie. Quand tu coaches, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu donnes tes ressources. Et donc, en fait, si tu coaches gratuitement, sans rien derrière, tu dévalues ton travail et tu dévalues ta propre valeur. Ah ouais. Non, mais c'est N'importe surtout tes par questions. rapport à l'image que je renvoie. C'est d'un coup, là, je propose des 300-400 balles et d'un coup, je vais monter à 2000. Tu vois.
Et j'ai Faut que peur tu, qu'on faut que tu packages ton offre différemment. On le fera le jour 3, ça, de toute façon. Hein. Je vais vous montrer tout en détail comment on fait. Mais tu ne vends pas la même chose à 400 que tu vends à 4000. Complètement différent. Ouais, ouais. Je vais vous donner quand même un exemple rapide là. Je ne sais pas, moi, imaginons que je vends du coaching moto 200 € de l'heure. Je ne peux pas vendre du coaching moto ensuite 2000 € de l'heure ou 20 000 € de l'heure. C'est complètement déraisonnable, ça déconne, ça n'a rien à voir. Par contre, ce que je peux faire, c'est devenir un pro de la moto en 3 mois avec 2 heures par semaine, une plateforme vidéo, analyse de vos trajectoires de pilotage. Je dis des trucs au pif, en fait, je connais rien en moto en plus. Analyse de trajectoire, test sur circuit avec une moto super, tu vois, et voilà, ça vaut 5 000 €. Tu n'augmentes pas tes prix de ton coaching par heure, tu augmentes la valeur de ce que tu mets dans ton package. Et c'est comme ça qu'on construit une offre beaucoup plus chère. Et derrière, tu peux en plus analyser ça. Tu pourrais dire le test sur circuit avec la moto, c'est quelque chose qui est vendu par les autres gens 1500. L'analyse de trajectoire avec un coach, ça coûte au moins 1000. La plateforme vidéo, normalement, ça coûte au moins 2000. Et là, mes heures par semaine, ça vaut normalement, si je fais le calcul sur 3 mois, 10 000. Je dis au pif, on s'en fout. Et donc là, j'arrive à un truc qui est quasiment à 15K. Donc je te vends 5000. Et là, c'est une bonne offre. C'est en packageant une offre comme ça que tu vas augmenter le prix. C'est pas en augmentant le prix de ton coaching à l'heure sans packaging. C'est le problème des rives du high ticket. Hein. Tu as des gens qui ont juste vendu des coachings absolument identiques de plus en plus chers. Moi, quand tu vends un coaching à 100 000 ou à 1 million à quelqu'un qui débute parce que c'est du mindset, non, c'est pas du mindset, c'est de l'escroquerie. Les coachings à 100K pour débutants, je trouve que c'est vraiment des grosses conneries. Pour moi, j'estime qu'un coaching à 100K, c'est une entreprise qui fait 1 million et qui veut passer à 10. Pas d'accord. Et alors, quand on est en plus dans le dev perso, dans la perte de poids, dans l'amour, dans les déblocages, dans plein de choses comme ça, avoir des trucs qui dépassent les 10-15 000 l'année, je ne suis pas pour. High ticket veut dire que tu fais payer plus cher pour plus de valeur. C'est juste que on ne peut pas travailler avec toi en dessous d'une certaine valeur. Et le passage de l'un à l'autre, c'est que du mindset ou c'est de la skill aussi? J'ai l'impression qu'il y a de la compétence aussi à choper. Ça dépend de comment tu packages ton offre, quel problème tu résous et de comment tu le résous. Je suis pas sûr parce qu'en fait, je vois sur le marché des gens qui objectivement sont de très très mauvais coachs et qui ont de très belles entreprises. Et je connais plein de coachs extraordinaires qui gagnent rien. Syndrome Van Gogh et tout. Ouais, complètement. Bon, je vais prendre plus de temps. Il y a Bertrand Maillard. Okay, merci beaucoup. Je t'en prie. Je regarde juste dans le chat ce qui s'est passé. Ok. Bertrand, yes. Salut à tous. Ouais, du coup, je voulais avoir ta vision sur une démarche complètement B2B. Qu'est-ce que tu mettrais plus en avant sur les… peut-être pas les 4 propositions que tu as fait, mais… C'est-à-dire, c'est quoi la cible? La cible, en fait, ça va être les artisans, TPE, petites PME. Voilà, grosso modo, une idée d'améliorer le quotidien à travers la sécurisation de tout l'ensemble du fonctionnement de la société. Ok. Moi, sur des cibles comme ça, j'irai principalement sur LinkedIn, je pense. Alors, ça dépend pour les artisans, peut-être pas. Et j'utiliserai une stratégie hybride de contenu. D'accord. Donc, vraiment,
créer un profil, Mhm. voir ton profil LinkedIn comme si c'était une carte de page visite. une carte de visite, une page de vente, peu importe. Derrière, connecter avec les personnes que tu veux cibler, Ouais. faire du contenu qui parle du problème et qui pose des pistes de solutions. Et ensuite, aller en MP, message privé. C'est encore sous-exploité sur LinkedIn, ça. Le contenu, ça commence à devenir très, très à la mode. Mais avoir une stratégie de contenu et de MP qui ne sont pas des MP de prospection, mais des MP de écoute, tu es dans ma cible, viens, on discute. En fait, juste, j'ai rien à te vendre à toi en particulier, mais on discute. C'est pas encore hyper exploité sur LinkedIn. Après, selon où tu en es dans ton entreprise, la pub peut fonctionner aussi. Ou alors, tu peux créer un podcast. Enfin, il y a beaucoup de possibilités à ce stade. Ça dépend de ce que tu vends précisément, ça dépend de ton horizon de temps, ça dépend de ce que tu aimes faire. C'est difficile, en fait. Voilà, c'est sur une phase de démarrage. L'idée, c'est d'accélérer progressivement là, sur le premier semestre. Mhm. Et voilà, et pouvoir. Ma venue ici sur ce genre d'événement, Ouais. c'est du coup essayer de déterminer une solution, pas forcément magique, mais Ouais, qui marchera pour toi. qui correspond à ce qui est nécessaire pour là où j'en suis. Mhm. Mais qui n'est pas non plus, voilà, qui est pas non plus un gouffre dans lequel on peut pas sortir et qui permet d'avoir une progression linéaire sur l'avancée de la société. Là. Mhm. Donc, enfin, là on a déjà commencé sur LinkedIn pas mal et à faire quelques vidéos. Donc, ça peut aller dans le sens du podcast aussi. Ouais, c'est OK. Moi, je te recommande effectivement d'utiliser la stratégie hybride, donc la 4 sur LinkedIn, et à côté de ça, de créer une émission, soit en YouTube, soit en podcast, pour parler de D'accord. votre expertise métier, OK. avec des potentiels clients, avec des potentiels partenaires, avec des gens de l'équipe, avec pourquoi pas des concurrents, si on en a certains où vous êtes un peu connexes, mais pas trop, tu vois, Ouais. et créer de l'engouement autour de ça. OK. Et ça, ces deux trucs ensemble vont te permettre d'attirer de l'audience et d'aller lui parler. D'accord. C'est ce que je ferai dans ton cas, en tout cas. Et sur une cible, du coup, enfin, purement B2B, ce qui va être contenu, j'en sais rien, un peu plus perso, on va dire, etc. Ça Ouais, a un intérêt ou... à moins que ta vie perso ait un impact sur ce que tu racontes et donc sur ce que tu peux faire pour les entreprises. En fait, il faut toujours se poser la question quand on fait du contenu, c'est en quoi ce que je suis en train de raconter là aide la personne que je veux aider. Tu peux parler de ta vie personnelle, tu peux parler de ta vie professionnelle, tu peux parler de ton métier, tu peux parler du cactus, on s'en fiche. La question, c'est est-ce que j'ai un moyen de raccrocher ça à ce qui va aider les personnes? Oui, bah forcément. Enfin, même si c'est quelque chose de plus typé perso, il faut que ça ait quand même une connexion avec la Voilà. problématique. Hein. Voilà. Et du coup, ça se fait ou c'est Oui, rédhibitoire non, ça se fait complètement. Va regarder sur LinkedIn, hein, des CEO de boîtes qui font du personal branding et qui parlent de leur vie personnelle, il y en a plein. C'est pas du Ok. tout un problème. Ok. Mais il faut que tu aies envie de le faire. Alors, j'avais vu que ça se faisait, mais du coup, je voulais avoir ton avis Bien sûr. d'expert. Ouais, tu peux y aller sans problème. Ok, cool. Merci. Je t'en prie. François. Salut. Alors, je réponds, enfin, je réagis à ce que tu as dit sur les. Parce que moi, effectivement, j'ai une activité thérapeute où ben, je paye, enfin, je paye. Je suis payé à la séance souvent par pack de 5. Et Mhm. donc, voilà, sur un niveau de tarif et sur le coaching de vie, voilà, je fais ça que sur Facebook voilà, à d'autres tarifs, quoi. Et donc, est-ce que tu as des conseils sur ben, comment ménager l'un et l'autre en termes de visibilité vis-à-vis d'Internet, par exemple? Avoir deux canaux différents. Ouais. Avoir deux canaux différents, c'est le plus simple. Parce que, en fait, je sais pas moi, par référencement de ton site, par annuaire, par forum, par vie locale, etc., des choses comme ça, tu vas avoir des gens qui vont te contacter pour l'activité thérapeutique et qui s'attendent à payer à l'heure, etc. Et de par ta stratégie Facebook, tu vas avoir des gens qui vont venir pour le coaching. Ouais, c'est ça. C'est par les deux.
Et alors, du coup, j'ai une question. Là, sur la partie thérapeute, j'ai d'excellents avis sur Google Maps. Mhm. Voilà, et donc, ça, malgré tout, les publier sur mon Facebook pour l'activité coaching, sachant que la personne, elle dit que ça l'a aidé aussi Tu peux t'en servir. Si c'était des activités qui n'avaient rien à voir, ce serait malhonnête. Mais ton activité thérapeutique, elle a tout à voir avec ton activité de coaching. C'est juste que tu ne traites Ouais, pas les bien mêmes sûr. problèmes de la même façon. Mais ça en dit Ouais, long sur ta compétence. Donc ça, tu peux t'en servir. d'accord. Ouais. OK. Tu vois, Merci. de la même façon que moi, je pourrais ressortir des témoignages de l'époque où j'étais marketeur pour des grandes boîtes pour ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, je fais toujours du marketing en fait. Plus de la même Ouais. façon, plus pour les mêmes personnes, etc. Oui, c'est ça, mais C'est, en termes de visibilité, du coup, je me retrouve à mettre sur le canal Facebook, finalement, cette ouais. activité de thérapeute. Donc voilà, c'était juste. Ouais, mais en fait, tu mets les témoignages. Tu n'es pas obligé de dire que cette personne elle a pris 5 séances en pack. Ouais, ouais. Tu mets Ça, oui, parce que le screen oui. et ce que ça fait de travailler avec moi. Ouais, ouais. OK. Mais donc, par exemple, ouais, c'est ça. Sur la screen, je ne vais pas forcément faire en sorte qu'on voit que ça vient de Google Maps, parce que sinon, les gens, ils vont y aller, ils vont voir d'autres tarifs, quoi. Tes tarifs sont affichés sur Google Maps? Bah, oui. Et puis après, ça mène assez rapidement au site où là, c'est affiché aussi, quoi. Mhm. Mais de manière générale, en fait, il faut que les gens ils comprennent qu'ils ne viennent pas en disant je veux acheter ça. Ils viennent en disant Ouais, j'ai ce problème, quelle est la bonne solution pour moi? C'est toi qui décides des tarifs et de quel package est le mieux pour eux. ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. OK. Ce que tu peux faire par contre, c'est que sur ton site, tu fais un petit quiz hyper simple et qui, en fonction des réponses, amène sur 2 pages différentes. Ça se fait, hein. Ouais. Tu es en train de me dire, mais le qui 22, c'est qui? Mais non, c'est bon, c'est le quiz. J'écris toujours aussi mal. Ouais, 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 Donc ouais, voilà, ça tu c'est vois, vrai. et Ouais. c'est pas obligé d'être un truc hyper engageant où ils ont besoin de mettre leur email, etc., hein. Ça peut être juste, je sais pas, euh, votre problème, A, Ouais. B, euh, vous recherchez A, B, et puis comment vous m'avez trouvé, tu vois. Ouais. Trouvé sur. Et là, en fonction, tu vois, tu mets A redirige vers ça et B redirige vers ça. Ouais. Ça se fait facilement avec Typeform, je crois même Google Form le permet, enfin il y a plein de trucs qui le permettent, quoi. Il pompe, c'est Ça, plus. ça, ça, ça règle ton problème, quoi. Ouais. Hop. Après, il faut juste cibler un peu pour que je puisse créer ce quiz-là, mais c'est OK. OK. Aurélie, Merci. yes, tu peux faire ça avec un formulaire, ouais. L'outil le plus simple pour ça, enfin moi je trouve, c'est Typeform. Mais il y en a sûrement d'autres qui le font. C'est good pour toi, François? Pardon, oui, Nadia. c'est bon. J'avais déjà coupé le micro. Oui, ça y est, moi j'ai enfin trouvé le bouton pour lever la main. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Jérémy, c'est hyper clair. Moi je me sens hyper alignée avec la stratégie que tu proposes. Du coup, par Mhm. contre, j'ai le même problème que Laetitia, donc c'est-à-dire que ça nécessite d'avoir bien ciblé les gens à qui on s'adresse, Ouais. forcément. Et est-ce qu'en attendant d'avoir bien défini ça, c'est OK de publier du contenu qui va un peu dans Ouais. tous les sens? Ouais, il vaut Ouais, mieux. complètement. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu, c'est une habitude d'écriture pour toi, enfin, d'écriture ou de vidéo ou d'autres choses, on s'en fout. Mm. Et c'est une habitude de lecture pour ceux qui sont en face de toi. C'est une très bonne habitude à avoir. Moi, il y a plein de jours où tu regardes sur mon profil perso ce matin, franchement, j'ai écrit et supprimé 3 posts. Et je fais, putain, je sais pas quoi raconter, j'ai pas envie. Je fais, j'écrivais un truc, je me disais, ah, ça me gonfle, ça n'a aucun sens et tout. À la fin, j'ai posté une photo d'un animal mignon. Mais j'ai l'habitude de publier tous les jours. Je m'astreins, entre guillemets, à cette habitude, même si 98% du temps, c'est agréable. Donc, je continue, je lâche pas. Parce que ça nourrit ma marque personnelle et que peu importe ce que je vends, peu importe à qui je vends, peu importe combien de temps je vends, ma marque personnelle, c'est un truc qui perdure. Mm. Donc, Ok. si on aime cette stratégie-là, si on aime le contenu,
même quand tu n'es pas encore sûr, déjà te mettre dans l'action, déjà publier. Ouais. Sans Il y a du plein coup de... forcément faire de call to action. Non, Du coup. non, t'es pas obligé, c'est pas grave. Partage ce que tu as envie de partager, partage le message que tu as envie de partager. Ok. Tu as, Et sûrement quelque chose à dire qui peut aider des gens. il y a quelqu'un qui m'a proposé de me faire un témoignage vidéo, donc c'est même pas moi qui ai demandé, c'est trop bien. Parfait. Mais je me dis comment je fais parce que moi je suis principalement sur Instagram. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'éparpiller, partir sur trop de trucs. Non, je vais pas y arriver. Comment je fais pour le mettre en valeur sans que ça se perde dans la masse de toutes les publications? Tu le mets en IGTV. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Et si t'en as pas beaucoup, ça se perdra pas. Parce qu'il y a toujours un onglet IGTV sur ton compte. Parfait. Mais après, tu peux aussi le mettre sur YouTube en non répertorié. Tu vois, comme ça, tu n'as pas de chaîne YouTube qui apparaît particulièrement. Et tu utilises le lien que tu rediffuses, je sais pas moi, dans ta bio Instagram ou ailleurs. Ok. Et du coup, dernière question, après je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. Avec cette stratégie-là, il n'y a pas forcément besoin, tu sais, comme beaucoup font, il y a un petit lien dans leur bio qui permet de renvoyer vers, je sais pas, un calendrier pour prendre un rendez-vous d'appel diagnostic ou renvoyer sur un site, etc. Ça dépend, ça peut, tu peux le faire aussi. Moi, je fais tout en message privé. Ok. Moi, sur toute l'année 2021, je crois que j'ai pris 10 appels. Ok. Et on a eu 70 clients, je crois, un truc comme ça. Donc 10 appels, 70 clients. Voilà, ça veut dire qu'il y en a 60 qui ont signé parce que je leur ai envoyé des messages privés. Vendre en message privé, c'est pas plus compliqué que vendre au téléphone. C'est pas exactement pour les mêmes personnes. Ça se fait d'une façon un peu différente. Mais c'est pas le téléphone, encore une fois, n'est pas une obligation et surtout pas dans les premiers paliers de l'entreprise. Après, pareil, pour croître, à un moment, si tu veux faire, je sais pas moi, 1 million, tu veux faire du volume, tu n'auras pas tellement le choix. C'est difficile de faire autrement. Et encore, j'attends qu'on me le prouve. Mais au début, non, tu n'es pas obligé. Ouais. Sachant que quand on parle d'1 million, on parle bien de 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu récupères à la fin. Non. Ça dépend de quel pays tu es, ça dépend de tes taux de marge, ça dépend de plein de choses. Déjà, si tu es en France, récupérer 1 million, ça veut dire qu'on a fait au moins 2, voire 3. Ok, merci. Je t'en prie. Marc? Oui, bonjour. Je voulais juste réagir. Oui, on m'entend? Oui, on t'entend bien. Ok. Oui, bonjour Jérémy. On s'est déjà rencontrés, je ne sais pas si tu te souviens à Paris. Je me souviens très bien. C'était juste avant le confinement. Exactement. Bon. Je voulais juste une petite réaction à ce que disait Bertrand par rapport à mon expérience sur LinkedIn. Donc moi, je travaille effectivement en message privé dès que je me connecte avec quelqu'un. Soit c'est lui, soit c'est moi qui ai demandé la connexion. Mais dans le deuxième échange, je mets simplement ce que je fais en 1 ligne et demie. Et ça génère des retours, des gens qui veulent à ce moment-là engager la conversation. Donc ça rejoint le pas faire chier les gens. C'est eux qui décident si ce que je fais les intéresse ou pas. C'est une bonne stratégie. Nous, je sais que moi, j'ai travaillé avec une agence qui propose ça à ses clients et qui nous a fait une masterclass LinkedIn justement pour nos clients à nous et qui disait globalement, donc ajouter des gens, donc faire des connexions. Et là, il disait envoyer juste un MP de bienvenue. Et si la personne répond, juste présenter ce qu'on fait, sans essayer de le vendre en fait. C'est ça la grosse différence. Oui. Et derrière, ça donne ou pas des conversations, mais de toute façon, derrière, ça va reboucler avec du contenu qui va reboucler sur des conversations. Et oui, c'est une bonne stratégie. Enfin, moi, sur LinkedIn, c'est pas comme ça que je l'ai utilisé, mais elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas agressive, on ne force pas. On reste quand même globalement sur quelque chose d'assez doux en termes de marketing, d'assez éthique, pas très prospection, etc. Et ça, sur LinkedIn, ça s'accepte assez bien, contrairement à d'autres réseaux. Par contre, ce que j'ai constaté, donc j'ai arrêté, c'est que quand je proposais immédiatement un rendez-vous téléphonique, ça ne donnait rien. Oui, parce que les gens ne connaissent pas, ils n'ont aucune raison à ce stade de vouloir prendre 15 à 45 minutes avec toi au téléphone. Oui. Et donc ça, j'ai arrêté de faire. C'est trop tôt dans le process. Si tu veux voir quelqu'un au téléphone, il faut d'abord qu'il ait vu ce que tu faisais, comment tu le faisais, avec qui tu le faisais, quelle valeur tu es capable d'apporter, etc. Et là, les gens, ils acceptent de leur temps. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une économie du temps et de l'attention, et on n'a pas envie de donner 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes à quelqu'un au téléphone. Déjà, si on ne sait pas si ça va être chiant, si on ne sait pas si on veut nous vendre un truc, si on ne sait pas si la personne elle est compétente, si on ne sait pas si la personne elle est agréable, et toutes ces choses-là, justement, moi, dans la stratégie que je recommande, toutes ces choses-là se créent avec le contenu. Moi, je parle toujours de
conscience du problème, confiance dans la personne et connaissance des méthodes. Quand la personne elle est passée par ces 3 étapes-là, donc elle a conscience de ce qu'elle vit, de son problème et que je peux l'aider, qu'elle a confiance en moi et qu'elle a la connaissance de mes méthodes, là, je peux aller plus loin dans la conversation pour proposer à cette personne de travailler avec moi. Si j'y vais trop tôt, dans ces 3 étapes-là, ça a tendance à pas marcher. D'accord. Merci. Je t'en prie. Alexis. Bonjour Jérémy, je vais être rapide parce que je crois qu'il reste 10 minutes. Je fais de l'hypnothérapie et j'ai un peu du mal à… Je pense qu'il y a à la fois un phénomène d'éducation, d'essayer de comprendre ce que c'est, mais j'ai du mal à voir comment je peux faire du contenu régulier et aussi, je voulais savoir quel était ton avis sur tout ce qui était webinaire, choses comme ça, parce que ma principale activité, c'est pour arrêter les gens, pour que les gens arrêtent de fumer. Et donc, je voulais savoir quels étaient les résultats sur ce genre de choses. Parce que je comprends l'idée qu'il faut qu'ils me voient, mais moi, je suis plus à l'aise à faire un call gratuit de 15 minutes pour leur expliquer ce que c'est, plutôt que de faire, voilà, entre deux. Alors, les contenus. Globalement, tu vas pouvoir faire des contenus sur l'addiction, sur le tabac, sur l'hypnose au sens large, sur les substituts nicotiniques, sur l'hypnose de rue, de spectacle. Tu vois, et là tu as déjà plein de choses parce que regarde, ici, ici, et selon le truc ici, on est sur du top of funnel, on est sur des contenus grand public. On commence à parler spécifiquement de ça. D'accord. Là, on est sur des contenus middle of funnel, des contenus d'expertise. Et derrière, tu peux aller plus loin. Parce que là, je pars vraiment de zéro, donc j'ai tout intérêt à faire du tofu pendant quelques semaines et quelques mois. Et après, je fais du contenu un peu plus spécialisé, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, arrêter avec l'hypnose, pourquoi ça marche. Et là, on est sur du bottom of funnel. Par exemple. Le sujet du webinaire, oui, foncièrement, tu peux. Faut voir. La question, c'est celle que j'ai énoncée au début, c'est est-ce que tu as envie de faire de la publicité? Est-ce que tu as envie de gérer des funnels? Est-ce que tu as envie de gérer des webinaires? Un webinaire se construit d'une certaine façon, avec un certain but, etc., une certaine stratégie. C'est pas du tout des mauvaises stratégies, en fait. Demande-toi, est-ce que tu as envie de faire ça? Mais oui, tu peux vendre de l'arrêt du tabac grâce à l'hypnose avec un webinaire, c'est tout à fait possible. Mais je pense que c'est le problème pour tout le monde ici, c'est qu'il y a le juste milieu. Moi, effectivement, l'idée, c'est de passer plus de temps avec mes clients et moins de temps. Mais en fait, le contenu, ça me prend du temps. Et donc, en fait, je ne sais pas, j'ai l'idée que en faisant des pubs, en ayant une page de vente, ça va être automatique. Malheureusement, ça n'est pas du tout en fait. Parce que tes pubs, elles vont marcher un certain temps et ensuite elles ne vont plus marcher, il faudra les refaire. Ton tunnel, il peut déconner, ton webinaire, il va convertir un certain temps et ensuite il faudra complètement le refaire. Il faudra en permanence surveiller tes chiffres, surveiller tes taux de conversion. Ce système n'a rien d'automatique. C'est juste que des inconnus arrivent automatiquement vers toi, ça c'est vrai. Mais tu payes pour, tu dois optimiser le copywriting, tu dois optimiser les tunnels, tu dois optimiser le marketing, tu dois optimiser la psychologie, faut que tu optimises tes idées en permanence, etc. Moi aujourd'hui sur le marché francophone, même si je regarde vraiment les meilleurs des meilleurs marketeurs, je connais personne qui a fait la même chose en termes de pub, webinaire, funnel, etc. plus de 6 mois. Là, je te parle vraiment des meilleurs. Les autres, ils changent toutes les 2 semaines jusqu'à trouver le bon truc. Donc tu vois, en fait, c'est ça, ça n'a rien d'automatique. Ok, parfait. Merci. Je t'en prie. 2 dernières questions. Je prends encore Elisa d'abord et Pascal juste après. Elisa, vas-y. Oui, hello. Ma question, je ne sais pas si tu vas l'aborder plus tard, peut-être un autre jour, mais c'est une fois que tu as les personnes en conversation, c'est quoi la stratégie ou l'intention? C'est à ce moment-là où je bug un peu. Alors. C'est toujours les mêmes étapes. C'est que tu discutes. Hein. Bien. Ah, ma gomme.
Voilà. Situation actuelle. Objectif. Blocage. Coût de non-résolution. Je vais tout expliquer, hein. Je le note juste pour qu'on puisse. Voilà. Globalement, la personne à qui tu discutes aujourd'hui est dans une situation problématique. Elle veut aller dans une situation qui n'est plus problématique. Pour ça, tu as besoin de comprendre son objectif, ce qui bloque. Qu'est-ce que ça lui coûte si elle continue comme ça de ne pas résoudre le problème, pour savoir si tu peux l'aider. En fait, c'est juste une discussion pour essayer d'identifier ses points. Comme on le ferait dans un appel de vente, hein. C'est juste que toi, tu n'as pas d'intention, tu discutes avec la personne et tu lui permets, en fait, ton objectif ici, c'est de créer de la conscience autour de tout ça. Pour que la personne, elle reparte de cette conversation avec la conscience de la marche à suivre et de la suite, que ce soit avec toi ou pas. C'est quelque part, c'est des conversations de vente presque, hein. Sauf que, avant d'essayer de vendre quoi que ce soit, tu discutes, tranquille, sans chercher à vendre. Et quand tu arrives tout au bout de ton schéma, soit la personne elle est intéressée, et c'est le moment de passer dans une phase de vente, soit elle ne l'est pas, et tu as une discussion agréable avec une personne qui est dans ta cible, qui va peut-être te recommander, que tu auras réussi à aider. Mhm. Donc, tu laisses la personne te demander d'avoir plus d'informations sur l'accompagnement? Ça dépend, non, pas forcément. Des fois, si je sens que c'est le moment, je veux lui dire, écoute, c'est justement ce que je fais avec mes clients, est-ce que ça te dit qu'on en parle? Oui, ok. Merci. C'est vraiment, c'est justement... Voilà, cette phrase, elle est puissante. Parce qu'elle permet d'y aller à la cool, sans masquer son intention. Pascal, dernière question. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Deux petites questions rapides. Donc la méthode hybride, c'est ce que j'utilise sur Facebook. Ouais. Pour autant, je n'ai pas vraiment de résultat. Donc, D'accord. je mets ça soit sur le fait que je n'ai pas suffisamment d'amis dans mes... T'en as combien? Suffisamment d'amis, 300. Ouais, donc, je te dis tout de suite, c'est là que ça coince. C'est la coince, ouais, c'est sûr. Enfin, il peut y avoir d'autres choses qui coincent, mais déjà là, avec cette stratégie-là, globalement, à partir de 1500, 2000 amis, si tu n'as pas de résultat, c'est qu'il y a peut-être un autre problème. Mais de toute façon, à moins de 1500, de par comment sont faits les algorithmes, il ne se passera rien. Ou si, ça peut, enfin, tu peux avoir des clients quand même, bien sûr, mais ce n'est pas la norme. Ok. Parle-moi du reste. La régularité de la publication est importante. C'est mieux de faire une fois tous les 3 jours, mais régulier, ou il faut vraiment en faire tous les jours? Si tu as la possibilité tous les jours, c'est bien. Si c'est trop pour toi, essaye 2 à 3 fois par semaine. Mais oui, la régularité, c'est important parce qu'en fait, si tu disparais pendant 2 semaines, les gens ils t'oublient. Ouais. Toute la puissance de cette stratégie de contenu, c'est d'être sous les yeux des gens souvent. Comme ça, ils pensent tout le temps à toi. Et en fait, quand ils ont un problème, c'est à toi qu'ils pensent du coup. Mais si tu publies une semaine 7 fois, et la semaine d'après 0, et la semaine d'après 1 fois, et la semaine d'après 9 fois, et la semaine d'après 0, c'est pas aussi efficace. Donc, vaut mieux en faire moins, mais le faire de façon stable et durable, plutôt que d'essayer d'en faire plus. Okay. Magali, je prends des vacances, mais je prépare mon contenu en avance. Je l'écris dans un Google Doc, en fait, et je me connecte juste, je le publie et je me casse si je suis en vacances. Okay. Parce que sur les profils perso, on ne peut pas programmer. Mais moi, dans ce cas-là, je vais l'écrire à l'avance et je vais juste me connecter, le publier et refermer. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Ouais, c'est ce qui marche le mieux. Ok, merci. Je t'en prie. Ok. Hop. On arrive à la fin pour ce premier jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. J'espère que vous avez appris des choses. Quand on aura raccroché, je vous enverrai le replay, les slides, les informations dont vous pouvez avoir besoin. Et on se retrouve dès demain pour le jour 2, où on va parler essentiellement de mindset, de blocage, de relation à l'argent, de relation à la confiance en soi, à la confiance aux autres, à la vente,
Mais demain, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et ce qui se passe dans notre tête. Et vous verrez que c'est tout aussi intéressant, mais très différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite.